Vous allez plonger au cœur d'une nouvelle histoire inspirante. Bienvenue dans 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. Je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Olivier Massé. On rentre dans sa ferme linguistique. 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. Françaisdanslemonde.fr. Ah, le grand sujet d'apprendre une langue. Et les Français, ils savent pas faire. Et toutes ces phrases qu'on entend constamment. Vous qui vivez quelque part sur la planète, vous savez que communiquer, c'est important et ça commence par un bonjour. Alors bonjour Olivier. Bonjour Gauthier, merci de m'accueillir. On salue d'ailleurs les équipes de Flamme Monde. C'est dans le cadre de cette rencontre mondiale fascinante qui a eu lieu à Paris que l'on s'est rencontrés. Tu es venu présenter ton approche neurolinguistique un dimanche matin en plus. Oui, enfin c'est pas mon approche. Hein. On est pas mal dans le monde à travailler avec cette méthodologie-là. Et puis j'espère que ça va s'accroître parce que ça donne satisfaction à beaucoup d'apprenants. Alors on va expliquer ce que c'est. Tu as donc créé la ferme linguistique, qui est une école de langue, mais tout ça est arrivé après un long parcours. Tu nais d'abord en Seine-et-Marne. Très vite, tu vas faire ta petite enfance dans le sud de la France, avant que la séparation de tes parents fasse que tu te poses à Paris à tes 12 ans. Tu commences plutôt dans un profil scientifique, mais tu te tâtes un peu. Et c'est finalement plutôt un virage dans les lettres qui va se passer. T'étais un peu cas, tu savais pas quoi choisir entre les deux chemins. J'ai surtout essayé d'être un honnête homme. Alors, l'honnête homme s'intéresse à tout. Puis quand on s'intéresse à tout, on finit par être un petit peu indécis, c'est vrai. Mais je dirais que c'est plutôt la philosophie qui m'a choisi par défaut. Parce qu'entre les sciences et les lettres, j'avais du mal à opter. Puis voilà, j'ai pris un chemin en philo. Alors la philosophie et autre chose aussi, les arts martiaux. Est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs d'où vient cette passion ? Oh là là, moi je suis de la génération Star Wars. Alors il y en a d'autres aussi qui sont de la génération Star Wars, mais je suis de la première génération Star Wars. Et en fait, adolescent à Paris, comme beaucoup à l'époque, c'était karaté ou judo. Et puis un jour, j'ai vu un cours de kendo. Vous savez, on est habillé comme une écrevisse toute noire, on a un grand bâton de bambou dans les mains, puis on pousse des cripes pour se taper dessus. Je trouvais ça extraordinaire, là. Je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Donc j'ai commencé, j'avais 12 ans à l'époque. À mon époque, il n'y avait pas d'enfants qui faisaient ça. C'était très rare d'être tout jeune et de le faire. Et puis j'ai commencé, je me suis accroché, et puis 26 années sont passées. Donc c'est la moitié de ma vie, le kendo quand même. Et puis évidemment, tout ça va t'amener à poser tes bagages au Japon, où tu vas aller faire un doctorat, puis tu rentres à l'Institut français, un job étudiant, tu te mets à être prof de FLE, et puis là, assez vite, tu vas te rendre compte que coordonner, améliorer, faire progresser les professeurs entre eux, c'est un dada qui te va pas mal. Tu vas même créer une série de manuels sur le FLE. On peut rappeler aux auditeurs ce qu'est le FLE ? Oui, le FLE, c'est un domaine disciplinaire aujourd'hui universitaire depuis peut-être une quarantaine d'années maximum. Ça veut dire français langue étrangère. Donc, c'est la méthodologie ou les méthodologies qui se sont déployées depuis plus d'une génération pour enseigner le français comme langue étrangère. Juste pour préciser un petit peu, prof de français, on pense aux profs de collège, lycée. La démarche, le programme des profs de français, c'est d'enseigner de la littérature, le commentaire de texte, bien sûr une bonne orthographe et une bonne grammaire. Quand on est prof de français langue étrangère, il y a un peu de résonance avec ça, mais il y a tout un tas d'autres éléments à prendre en considération. Par quelle étape ça va passer quand quelqu'un qui est déjà adulte ou jeune adulte va apprendre cette nouvelle langue qu'est le français, avec tout ce que ça comporte de difficultés au niveau morphostructure ou grammaire, prononciation, phonologie, etc. Donc voilà, le FLE, c'est ça. Alors toi, tu es au Japon, donc toi, tu apprends le japonais, tu apprends le français aux japonais qui veulent apprendre le français. D'ailleurs, au passage, apprendre le japonais, c'est comment ? C'est extrêmement facile, voyons. Non, je dis ça parce que je me rappelle, il y a des années, quand j'abordais la question, on aimait bien mettre en avant que le japonais était la langue la plus difficile du monde à apprendre. Actuellement, depuis septembre, j'ai commencé le vietnamien, un peu comme un défi linguistique et cognitif. C'est certainement beaucoup plus difficile que le japonais du point de vue de la prononciation. Non, je pense qu'il n'y a aucune langue qui est difficile à apprendre. En réalité, ça peut surprendre que je dise ça, hein, mais il n'y a aucune langue qui est difficile à apprendre à partir du moment où les paramètres sont là pour la vivre. C'est extrêmement difficile d'apprendre, allez, on va dire une langue proche comme l'espagnol ou l'italien, si finalement on trouve ça assez éloigné de nous, de notre quotidien, de nos désirs. Mais si on a un fort désir de la langue, qu'elle est importante dans notre vie,
l'attention va être là, la concentration va être là. Vous voyez, donc je sais que je prends un peu à rebours les habitudes qu'on peut avoir intellectuellement, mais c'est pour faire comprendre qu'il y a des paramètres autres que la grammaire, la prononciation, qui vont rentrer en ligne de compte pour apprendre bien et rapidement une langue. J'ai beaucoup d'auditeurs qui m'ont dit être arrivés dans un pays sans connaître la langue et qu'au bout de 6 mois, ils commençaient à être à l'aise avec cette nouvelle langue. T'es pas surpris finalement. Immergé, ça va plus vite. Ouais, alors, immergé, ça va plus vite. Je voulais pas qu'on parle de méthodologie, d'approche neurolinguistique trop rapidement, mais il y a un point clé, puis ça va parler à tous nos auditeurs qui ont ces expériences de plurilinguisme. Dans notre milieu, il y a un concept qui a été développé par les fondateurs de l'approche neurolinguistique qu'on appelle le paradoxe grammatical. En fait, il y a des chercheurs qui ont observé ça déjà depuis les années 80. Les jeunes passent de très nombreuses années à étudier une langue. Bon, en France, en gros, c'est 945 heures pour la première langue vivante. Dans 99% des cas, c'est l'anglais. Et on se rend compte que ceux qui, à la fin de ce long parcours, sont compétents dans la langue, ce sont ceux qui ont eu la chance de faire des voyages à l'étranger, de développer des amis ou faire des liens familiaux qui leur permettent d'utiliser la langue. Donc ce paradoxe grammatical, c'est le fait que les gens passent de nombreuses années à étudier une langue et ils sont pas vraiment très compétents pour ça. Et il y a d'autres personnes qui ont même jamais étudié la langue, simplement en immersion, ou parce que dans leur développement personnel, ils étaient en interaction avec des gens dans deux langues, et ils sont bilingues. Alors comment ça se fait qu'on étudie, ça marche pas, et on n'étudie pas, ça marche? Paradoxe grammatical. Alors c'est le point de départ de beaucoup de réflexions didactiques, notamment celle de l'approche neurolinguistique, et ça a été mon parcours. Parce que je suis arrivé au Japon, je voyais des gens qui avaient étudié aux langues étrangères pendant des années et qui connaissaient la grammaire du japonais, qui connaissaient l'écriture des caractères japonais, etc. Et qui avaient vraiment grosse difficulté pour interagir, indiquer leur chemin à un taxi, commander une bière dans un bistrot, voilà. Et à l'inverse, je voyais des immigrants, comme on les appelle aujourd'hui, des Philippines, de Chine, d'Afrique, qui blaguaient avec les gens dans les bistrots et qui n'avaient jamais pris 1 heure de cours de langue. Comment comprendre ça? Ça, c'est quelque chose qui m'a travaillé pendant des années, jusqu'à ce que je trouve des travaux académiques qui se sont intéressés à cette question et qui donnent des conséquences pédagogiques importantes. S'il y a des profs de langue qui m'écoutent, je serais ravi qu'ils viennent discuter avec moi et avec d'autres de cette question. Alors en l'occurrence, le virage, c'est 2008, avec ces 2 chercheurs canadiens qui te parlent de l'approche neurolinguistique. C'est exactement le sujet. C'est qu'en effet, l'interaction entre les personnes, une approche humaniste, quand on se met dans une même pièce, mais à un moment, il faut bien qu'on arrive à se comprendre. On arrive sur ce concept de l'ANL. Comment tu peux le présenter aux auditeurs? Bon, ouais. Il y a tellement de choses à dire. Vous avez 2 minutes. 2 minutes pour présenter l'ANL. Ok. Parce que non, tu parles d'approche humaniste. C'est un point intéressant. C'est vrai que concernant les langues, on réfléchit beaucoup en termes d'efficacité, de besoin. Voilà, le business English. J'ai besoin du français pour aller travailler en Afrique, au Québec, en Suisse, en Belgique ou ailleurs, ou au Maghreb aussi, par exemple. Et en fait, cette approche qui est née au Canada, elle est née dans un contexte particulier, qui est le contexte d'un pays qui est officiellement bilingue, en tout cas au niveau fédéral, qui ne l'est pas au niveau provincial et qui a un héritage historique d'une grande tension entre les anglophones et les francophones. Donc, il y a eu des volontés politiques de la part de certaines personnes de pousser le bilinguisme, et on s'est rendu compte que ce qui se faisait au niveau scolaire était pas très efficace, et ça a donné une réflexion, et puis il y a eu cette approche qui est née. Alors, une des clés de cette approche, c'est que ce qui est visé, in fine, c'est pas juste un outil de communication, et c'est pas non plus des connaissances grammaticales ou lexicales. C'est de développer ce qu'ils appellent en Amérique du Nord la littératie. Alors c'est quoi la littératie? On va dire c'est la capacité à lire et à écrire, mais c'est pas seulement ça. C'est la capacité à lire et à écrire, mais à comprendre le sens, à exprimer du sens. Donc ça inclut aussi l'oral. En fait, la force de cette approche-là, c'est qu'on se focalise sur l'utilisation de la langue dans le but de développer les personnes dans leur vie sociale, dans leur vie intellectuelle. Et c'est en faisant ça dans une langue seconde, une langue étrangère si vous voulez, que ça va favoriser un bon développement efficace de la langue. Donc, en fait, on prend la question à l'envers, si vous voulez. Et j'ai mis pas mal d'années à comprendre ça, parce que je voyais sur le terrain l'efficacité de l'ANL. Il y a tout un tas de stratégies en classe pour optimiser le temps de parole, faire parler les apprenants entre eux, modéliser et corriger. Là, tu me disais, il suffit d'aller à l'étranger, l'immersion pour apprendre. Alors oui, c'est sûr qu'on augmente énormément l'input, l'entrée de l'information, si on veut. On augmente aussi l'attention, parce qu'on a besoin de la langue. Mais souvent, on le sait bien, quand on vit dans un pays étranger, on parle, mais il y a de l'accent, il y a des erreurs. Puis les gens qui immigrent dans nos pays,
ils parlent bien, ils sont fonctionnels, mais il y a l'accent, il y a des erreurs. Est-ce qu'on peut améliorer ça? En fait, oui, on peut améliorer ça avec de la correction systématique. Mais si on corrige, on n'est plus dans une vraie communication. Alors, le défi de l'ANL, c'est pour ça qu'il y a tout un savoir-faire, une praxis qui s'est développée, c'est d'arriver dans des conditions, comme tu dis, humaines, on appelle ça la communication authentique. Donc, les gens parlent d'eux, de ce qu'ils sont, de ce qu'ils aiment, et on fait en sorte de modéliser les phrases et de corriger les phrases pour avoir une utilisation correcte, maximalisée de la langue, tout en ayant un engagement cognitif ou une implication émotionnelle, si tu veux, qui soit aussi maximum. Voilà. Je ne sais pas si j'ai un peu dégrossi ce que c'était que cette affaire-là. Alors, j'entends bien, je comprends bien, mais du coup, déjà, j'ai deux mini-questions. Pourquoi il y a cette légende que le français ne sait pas apprendre une langue étrangère? Et pourquoi, si d'autres méthodes que celles qu'on apprend à l'école et qui ne fonctionnent du coup pas toujours, ne sont pas changées? Oh là là. Alors, en ce qui concerne le mythe des Français qui sont nuls en langue, je pense que les nombreux auditeurs qui nous écoutent doivent rigoler parce que eux-mêmes, s'ils vivent à l'étranger, ils ont été mis en situation d'utiliser les langues et ils savent bien que c'est en utilisant les langues qu'on devient performant. Et puis, ce que j'ai envie de dire, pour pas aller trop loin sur des débats qui risqueraient vite d'être idéologiques ou politiques, parce qu'il y a des questions des programmes scolaires, il y a des questions des financements de toute une économie du matériel pédagogique, qui soit en ligne ou en papier, etc. Quand même, il y a le fait que on arrive dans des dispositifs scolaires ou de formation institutionnelle à faire autre chose qu'utiliser vraiment la langue. C'est-à-dire que le temps passé à faire des exercices de grammaire, à faire des jeux de rôle où on n'est pas soi-même, ou à cocher des cases de toute nature, c'est de l'énergie intellectuelle et du temps passé qui est passé à autre chose qu'à vraiment utiliser la langue. Donc je dirais, ça surprendra personne que pour bien apprendre une langue, il faut être mis en situation de l'utiliser, et on l'apprendra, ça va développer l'aisance. Et pour développer la précision, si on a la chance d'avoir des gens qui nous aident à nous corriger. Par exemple, la prononciation. On nous dit, passer 6 ans, période d'âge critique. Non, en fait, c'est 12 ans l'âge critique. Enfin, on nous parle de plein d'âges critiques. Ce qui est sûr, c'est que les sons de notre langue qui sont dans une autre langue, on les entend, il n'y a pas de problème. Et puis, il y a des sons qui sont extrêmement différents. Alors, il faut y faire beaucoup d'attention. Puis, il y a ceux qui sont entre les deux. Donc, on a l'impression qu'on les reproduit, mais on les reproduit pas tout à fait. Là, il y a besoin de quelqu'un qui est un peu plus expert pour nous guider. Et ça, je pense que tous ceux qui ont eu cette expérience d'apprentissage des langues le voient bien au niveau de la prononciation. Tiens, si tu m'aides, est-ce que je mets ma langue plus en avant, plus en arrière, il faut ouvrir la bouche. Mais c'est vrai aussi au niveau de la morphostructure. C'est-à-dire que moi, j'ai un bon anglais, mais je suis pas natif et je vais faire des petites maladresses natif. Anglo, je me suis pas développé toute ma vie en anglais, mais je vais pas entendre mes erreurs parce que d'ailleurs, on me les fera même pas remarquer parce qu'elles sont pas très importantes. Mais si on me fait reprendre ma phrase de manière correcte, ou en tout cas plus conforme à l'usage d'un Américain, d'un Britannique, d'un Australien, je vais me mettre à parler comme ces gens-là. Voilà, donc il y a les deux pôles, comme je dis encore une fois, maximiser le temps de la langue, avoir des bonnes rétroactions. À l'école, c'est pas très efficace, je vous donne des choses très concrètes. On vous demande d'écrire un texte alors qu'on vous a pas donné de modèle. On vous demande d'écrire un texte, on vous donne de le corriger 8 jours après. Et puis, si on vous corrige pas l'oral, forcément, les erreurs que vous faites à l'oral, vous allez les faire à l'écrit. Donc, il y a toutes sortes de petits points comme ça, techniques, pédagogiques, qui font que mis bout à bout, on passe beaucoup d'heures et on pourra aller beaucoup plus vite. Olivier, merci bien. Au plaisir de te retrouver sur la radio. Merci Gauthier. Français dans le monde.fr